Salut, ici Naomi et Daniela. Bienvenue sur la saison A de notre podcast On Trip Nature. Dans chaque épisode, avec nos invités, on se penche sur les solutions pour transformer notre façon de voyager et encourager des pratiques régénératrices. Comment le tourisme peut être au service des communautés et de la planète? Alors, rejoignez-nous dans cette incroyable aventure vers son tourisme à impact positif. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Bonne écoute. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de notre podcast sur le tourisme régénératif et plus particulièrement dans notre micro-série dédiée aux Premières Nations. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de nous plonger dans les mythes et les légendes de la nation Huron-Wendat avec un guide exceptionnel, Diego Gros-Louis, un fier représentant de cette culture autochtone riche. Au fil de cet épisode, nous partirons à la découverte de ces récits ancestraux, véritables trésors de sagesse et de tradition. Mais ce n'est pas tout. En parallèle, nous explorerons l'importance de la transmission de ces mythes et légendes pour la communauté Huron-Wendat et comment le tourisme peut devenir un allié pour préserver et partager ces précieux récits. Préparez-vous à un voyage captivant au cœur de la culture Huron-Wendat, un voyage qui promet de changer votre perspective sur le tourisme. Quoi, Diego? Comment ça va aujourd'hui? Kwe, askanonia higues, Diego Yahti, onhi watero, askanonia hiches dessa. Donc, tiahuank. Donc, merci pour votre invitation aujourd'hui. Donc, ce que je viens de dire, en fin de compte, c'est Kwe aussi, c'est salut, c'est yéhe, bienvenue. J'ai également dit comment allez-vous? Donc, j'ai également dit que moi, j'allais très bien. Et puis, je vous renvoyais la balle à la suite de cela. Puis j'ai également dit « Comment allez-vous, mes amis? » Donc, c'est ça. Donc, c'est ce que j'ai dit dans ma langue, la langue Wendat. Merci, ça va très bien aussi pour nous aussi. Donc, comme d'habitude, avant de débuter, nous allons te présenter à l'audience. Diego, 18 ans, tu incarnes la jeunesse dynamique et engagée de la nation Wendat. Élevé dans la maison longue de Wendake, tu explores ta riche tradition depuis ton enfance. Passionné par l'histoire Wendat, tu as commencé ta carrière à 15 ans en tant que guide touristique, partageant avec fierté les récits de ta nation. À 16 ans, tu deviens conteur de mythes et légendes Wendat, préservant aussi la sagesse traditionnelle. Aussi, tu es également impliqué dans un parcours lumineux innovant, Roi Lumina. Ta vision transcende les professionnels et contribue à la préserver et à célébrer la culture Wendat. En tant que cinéaste, ton film primé offre un regard poétique et visionnaire sur ta communauté et l'industrie touristique Wendat. Alors, on peut dire que tu incarnes l'intersection entre les traditions et la modernité. Un jeune leader façonnant un avenir où la culture Wendat brille à travers le partage avec le monde. Juste pour commencer, tu peux nous présenter un peu ta nation? Oui, merci. Donc, ma nation, en fait, c'est un peuple qui vivait de cela très longtemps au nord des Grands Lacs avant qu'il ne soit décimé par des maladies et des guerres, maladies apportées par les Européens. Un peuple d'environ 30 000 personnes qui va passer à 3 000 en l'espace de 5 ans. Et puis, ces 3 000 personnes qui vont rester vont se séparer en différents groupes. Et un de ces groupes-là va retourner sur les terres ancestrales, les terres sacrées Wendat, selon notre mythe fondateur qui nous explique qu'ils sont ici, près de Québec. Donc, près de Québec, c'est là que nous sommes retournés. Donc, aujourd'hui, nous sommes à Wendake, descendants de ces ancêtres-là, ayant parcouru et s'étant battus durant très longtemps pour faire prospérer notre nation. Et puis aujourd'hui, on peut être fier d'être 4500 Wendat à vivre dans la communauté de Wendake, dans la bande. Et puis dans la communauté elle-même, 1500 personnes. Donc, on est un peuple qui a une langue, la langue Wendat, qui est en train d'être revalorisée. On est un peuple également qui vit très proche de la ville de Québec. Donc, on a accès à beaucoup de services que d'autres communautés n'ont pas nécessairement. On est un peuple qui se métisse beaucoup toutefois. Donc, c'est ce qui a causé une certaine perte culturelle, du moins du côté de la langue. Et puis, notre peuple, malgré qu'il se métisse, il garde ses bases identitaires fortes, que ce soit l'histoire, que ce soit notre culture, que ce soit nos chants et même encore notre langue qui est en train d'être revalorisée. Tu nommes les mythes fondateurs de Wendat. Est-ce que
tu peux nous raconter un peu les légendes de la nation Wendat? Qu'est-ce qu'elle représente? Le mythe de la création du monde chez les Wendat, c'est un mythe très important. Ici, j'ai un livre qui en parle justement, c'est notre Bible chez les Wendat. Ça, c'est Marius Barbeau qui nous les a documentés dans les années 1900. Donc, il a documenté nos ancêtres qui les ont prospérés de génération en génération. Et puis aujourd'hui, les Wendat connaissent notre mythe fondateur presque par cœur. On sait tous et toutes qu'il y a de cela très longtemps, nos ancêtres vivaient derrière le monde des nuages. Derrière le monde des nuages, c'est là que vivaient par milliers nos ancêtres Wendat. Parmi ces Wendat-là, il y avait une jeune femme qui s'appelait Yahat Tahentsik. Et Yahat Tahentsik, par un beau matin, elle est tombée malade et elle est allée à la recherche de son remède qui se trouvait en dessous d'un pommier. Mais ce pommier-là se trouvait derrière un nuage. Elle ne savait pas qu'il vivait derrière les nuages et Yahat Tahentsik, en creusant sous le nuage, eh bien, elle est tombée du monde du ciel. Et cette chute du monde ciel va symboliser, on pourrait peut-être dire, le Big Bang, donc le début de tout chez les Wendat. Elle va tomber vers un autre monde qu'on appelle le monde marin, le monde haut. Le monde haut, c'est là où aujourd'hui nous vivons dessus. Donc, en fait, il y avait dans le monde haut rien du tout, sauf 5 animaux marins. La tortue, Yandiawish, le castor, Tsutai, le rat musqué, la loutre Hotawendet, ainsi que grand-mère crapaud, Tiwongaintik. Donc, ces 5 animaux-là vivent dans le monde haut, et la première chose qu'ils entendent par un beau matin dans ce monde-là, c'est « Aidez-nous ». Ça, c'est les 3 oies qui leur demandent de les aider. 3 oies qui venaient de secourir sur leur dos la jeune femme tombante du ciel, qui venait de tomber, qui l'ont remis sur leur dos et qui l'ont supportée durant des heures et des heures. Et puis, ils ont demandé de l'aide aux animaux du monde marin pour pouvoir la poser à quelque part. Et c'est ainsi que la tortue a décidé d'aller à la surface de l'eau et de sacrifier son corps, son âme pour acquérir sur son dos Yahat Tahentsik. Donc ça, c'est l'arrivée de la femme dans ce monde-ci. Ensuite, il y a eu 2 autres éléments très importants de notre mythe fondateur qui sont les suivants. Elle tombe enceinte. Donc, ses douleurs, c'était en fait sa grossesse. Donc, elle était malade, mais c'était plus sa grossesse qui faisait effet, on pourrait dire. C'était une grossesse assez éclair. Donc, elle accouche de 2 enfants. Et ces 2 enfants dont elle accouche, ils s'appellent Yuskea et Tawiskaron. Et Yuskea, c'est lui notre grand créateur. Donc, notre grand créateur, Yuskea, c'est lui qui nous a fait, nous les Wendat. Tandis que son frère, Tawiskaron, il n'a que porté malheur et obstacle à son frère Yuskea. Donc, c'est comme notre équivalent de Caïn dans notre mythologie. Donc, c'est le mauvais, c'est le chaos, c'est le désordre. Et puis, Yuskea, il combat le désordre. Donc, il combat le désordre et puis il a réussi à le battre, le désordre. Le désordre, il est parti très loin, on ne l'a jamais vraiment revu ici dans l'Est. Dans l'Est, qu'est-ce qu'il a fait, Yuskea? C'est notre grande création. Notre grande création à nous, les Wendat, à l'intérieur de la caverne qui se trouve près de Québec, sur nos terres sacrées. Donc, notre mythe fondateur nous enseigne qu'il y a quelque chose de lié au territoire, donc au territoire qui se trouve physiquement à exister, cette caverne-là. Je crois que la dernière fois, tu nous avais parlé que c'est dans la caverne que vous avez été créé, n'est-ce pas? Exactement. Donc, dans la caverne, on a été créés. Et Yuskea nous a non seulement créés, mais il nous a fait avec l'eau également. Donc, nous sommes composés d'eau, nous, en tant qu'êtres humains. Donc, c'est important de bien respecter l'environnement. Quand on pollue un lac, un fleuve ou une rivière, eh bien, nous, les Wendat, on pollue une partie de nous-mêmes. Parce que pour faire l'argile, eh bien, Yuskea, il a besoin d'eau. Donc, Yuskea, dans la caverne, il fait les Wendat avec l'argile. Donc, nous sommes faits d'argile. Quand nous disons Sonhi Hua, qui est l'équivalent de créateur, ça veut dire il a terminé nos corps. On parle dans ce cas-ci de Yuskea. Donc oui, nous sommes faits dans la caverne. Et dans la caverne en question, eh bien, c'est là que les Wendat sont sortis. Et oui, nous avons été faits par Sonhi Hua. Il a terminé nos corps. Donc, il a terminé nos corps avec l'argile et l'eau également dont il y a eu de besoin. Donc, c'est très important en tant qu'être humain aujourd'hui de respecter tout ce qui nous entoure. Et puis, l'eau qui nous entoure, c'est ce de quoi nous sommes aussi. Nous sommes aussi l'eau en tant qu'être humain. Donc, 70 à 80% de notre corps est composé d'eau. Nous, chez les Wendat, on savait déjà que l'eau était très importante parce que nous étions, à la base, faits d'eau également. Donc, nous étions faits d'eau grâce à notre créateur et notre argile, l'argile du créateur. Donc, c'est ça. Pourquoi penses-tu du coup qu'il est important de transmettre ces mythes aux futures générations, mais aussi à d'autres peuples, par exemple? C'est important de transmettre les mythes parce que c'est ce qui fait de nous un groupe, donc un groupe ethnique. Donc, quand on parle d'ethnicité, quand on parle d'identité, ça va avec ça, justement.
Donc, est-ce qu'on est encore Wendat si on ne connaît pas notre langue? Assurément. Est-ce qu'on est encore Wendat si on ne connaît pas notre mythe fondateur? Assurément qu'on l'est encore, mais c'est important d'être le plus Wendat qu'il faut, avoir toutes ces bases-là au sein de nous pour qu'on puisse forger une identité forte, capable de perdurer dans le temps à travers les générations. C'est une richesse qu'on a, qu'on ne doit pas perdre. Donc, si on perd ça, qui va pouvoir la transmettre? Personne. Donc, il faut vraiment la garder. Et ça, c'est pas seulement pour les Wendat, mais c'est pour tous les êtres humains sur Terre. C'est important en tant qu'être humain de garder nos différences parce que c'est ce qui fait notre beauté. Donc, nous, les Wendat, c'est notre beauté à nous. Comme les Québécois, c'est leur beauté à eux. Certaines légendes, certains mythes, certains chants folkloriques. Donc, on a toutes nos beautés à l'intérieur de nous en tant que peuple. C'est important de les faire perdurer. Surtout chez les Wendat et chez les Premières Nations où est-ce que de plus en plus, il y a des problèmes au niveau de la mondialisation, de la globalisation, je peux le dire comme ça. Et c'est important de rester vraiment les deux pieds ancrés sur Terre et dans notre culture pour éviter de tout perdre. Comment tu as senti l'appel de justement partager ces costumes, ces mythes? Est-ce que en décembre, j'étais dans une communauté autochtone aussi en Colombie et là-bas, la personne... l'épouse du chef, il s'appelle Hava. Et eux, ils s'appellent les frères majeurs. Et nous, on est les frères mineurs. Mais eux, ils sont à la montagne, ils descendent jamais. Mais elle avait une vision où, dans leur cosmogonie, elle devrait s'approcher des frères mineurs pour les aider à vraiment bien comprendre de nouveau l'importance de l'univers, la nature, l'eau. Donc, elle a descendu à la terre plus en bas de la montagne. Et maintenant, elle construit un espace magique, justement pour faire les liens entre les frères mineurs et eux. Donc, je me demande pourquoi tu as commencé à travailler ou partager tes expériences comme ça. Tout part de la famille. Hein? Tout part de la famille, ça c'est toujours comme ça, du moins j'ai l'impression. Des gens qui nous entourent, l'influence qu'ils ont envers nous, une influence positive. Puis moi, j'ai d'une famille traditionnaliste. Ma mère, depuis que je suis né, m'amenait aux cérémonies de la Maison Longue traditionnelle où est-ce que j'ai grandi, justement. Comme vous disiez cela quelques instants au début. Donc, j'ai grandi au sein de la culture, au sein même de notre lieu de culte. Et puis, c'est important de savoir qu'à l'époque, les Wendat pratiquer leur culture au sein de la Maison Longue. Étant donné qu'aujourd'hui, on ne vit plus dans des maisons longues, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on construit un endroit dans la communauté où est-ce qu'on peut pratiquer à nouveau notre cérémonie, nos cultes. Donc, c'est là que, justement, j'ai appris beaucoup sur ma culture. J'ai compris que j'avais quelque chose de différent, qui me rendait différent de par tous les autres qui m'entouraient. Pas dans ma communauté, mais ailleurs, en dehors de la communauté. Et ça, je m'en suis rendu compte surtout en arrivant au secondaire. Et c'est en arrivant au secondaire que là, j'ai compris que ma culture, il n'en parlait pas. Il n'en parlait pas du tout au secondaire. Et c'est là que j'ai eu l'envie de retourner au sein même de ma culture, retourner au sein même de qui j'étais au plus profond de moi. Et c'est là que j'ai commencé à travailler au Musée Huron-Wendat. Donc, travailler au Musée Huron-Wendat, ça m'a permis de garder un lien profond avec ma culture, tout en étant dans une école jésuite, donc assez ironique quand même, qui, justement, par le passé, fait beaucoup de mal à mon peuple. Donc, ces jésuites-là qui ont fait une école secondaire à Québec, je suis allé à cette école-là, puis ça a été une superbe école du début à la fin. C'est pas de leur faute, là, si c'est pas dans le programme, là, c'est vraiment... C'est d'autres enjeux. Donc, c'est vraiment grâce à ça vraiment que j'ai poussé plus loin dans ma culture, donc pouvoir continuer. Puis, ça continue encore aujourd'hui. Donc, c'est en partie à cause de l'éducation que j'ai décidé d'y retourner, là. Et quelles seraient les stratégies, peut-être, on va parler un petit peu plus large, que ta nation a mis en place, du coup, pour préserver cette culture et la partager et la faire vivre? Ma nation, elle a mis en place ce qu'on appelle pas un centre de formation pour adultes parce que ça existe déjà à la base, mais ce qu'ils ont mis en place, c'est au sein même du réseau de l'éducation, c'est-à-dire le centre de formation pour adultes ainsi que l'école primaire, un programme culturel. Ils ont axé tout ce qui tourne autour de l'éducation à l'école primaire sur les Wendat. Moi, je me rappelle, j'étais en 4e année, puis on commençait déjà à Wendatiser le programme. Moi, je me rappelle, on calculait des piscines, puis combien d'eau pouvait entrer dans une piscine municipale de Québec. On a changé ça, et puis maintenant, c'est
combien de millilitres faut entrer dans une canne de sirop d'érable. Wata! Donc, vraiment, on est vraiment retourné au traditionnel le plus possible. On calculait des bâtiments, des hôpitaux, des mairies en termes de longueur en mathématiques. Puis là, maintenant, c'est la longueur d'une maison longue. Donc, voyez-vous, c'est vraiment pour retourner et standardiser ça au niveau culturel Wendat que l'école primaire s'est donné les grands moyens pour le faire. Entre autres, les cours de langue. Les cours de langue à l'école primaire, ça, c'est une magnifique chose que moi, j'ai vécue, que mes parents n'ont pas vécu nécessairement en raison du génocide culturel puis de l'interdiction de la part du gouvernement d'avoir ces genres de cours-là dans les écoles jusqu'à les années 2000, en fin de compte. Donc, c'est vraiment ce genre de choses-là là, qui ont été mises en place pour faire perdurer ça. Et de plus en plus, il y en a. Ils ont même doublé cette année les effectifs au sein même du secteur culturel, au centre de formation pour adultes, donc passant de 4 à 8 personnes en tout qui sont chargées de transmettre au sein de la communauté des choses comme ça, là, c'est-à-dire la culture, les mythes fondateurs, la langue aussi qui est très important. Ça, c'est un grand chantier, la langue, qui reste à construire encore et à reconstruire en fin de compte, puisqu'il a déjà été par le passé. Simplement qu'il reste des petits morceaux à refiler avant que la langue ne redevienne reparlable. Donc ce sont toutes des initiatives au final de la communauté. Oui, toutes des initiatives de la communauté. Donc c'est vraiment 100% de nous. Évidemment, ils sont aidés par différents acteurs pour ce faire, mais ça vient avant tout de la communauté, les gens de la communauté qui sont nés, qui ont grandi, puis qui ont le désir de vouloir faire pousser ça. Est-ce que dans ces stratégies, il y avait quelque chose en tourisme? C'est une bonne question. Il faut savoir que le tourisme, ça, c'est depuis très longtemps que ça existe dans la communauté. Depuis les années 1960, les gens voulaient se faire de l'argent. Pourquoi? Parce qu'on voulait se nourrir. Il faut savoir qu'avec la loi sur les Indiens, ça amène l'interdiction de chasse. Moi, mes ancêtres, dans ma famille, là, Harry Gros-Louis, ils chassaient tous. Puis on se nourrissait grâce à cette nourriture-là. Dans chaque famille, les Sioux, les Vincent, ils se nourrissaient grâce à ce qu'ils rapportaient de la chasse. Mais avec l'arrivée de la loi sur les Indiens, la nationalisation du parc de la Jacques-Cartier, plus rien. C'est tout fini maintenant. Donc, ce qu'on fait, c'est de l'artisanat. Et ce qu'on fait éventuellement, c'est le tourisme. Donc, le tourisme, on le fait. À même le parc de la Jacques-Cartier lui-même. Moi, mon arrière-arrière-grand-père, il a eu la chance de faire du canot avec le président des États-Unis, Theodore Delano Roosevelt. Donc, mon arrière-grand-père, Harry Gros-Louis, senior. Donc, c'est des Colgate aussi, la compagnie de brosses à dents. Donc, c'est du tourisme comme ça qui avait lieu avec les Américains, les Anglais. Et ça s'est même poursuivi dans la communauté au niveau local, là où est-ce que nous vivons, pas juste sur le territoire, mais au niveau local, avec du tourisme dit panamérindien. Donc, où est-ce que là, on voyait des tipis, des totems qu'on peut retrouver partout dans le Canada, en fin de compte, dans toutes les communautés. Donc, au niveau du tourisme, il n'y a pas vraiment eu de mesures qui ont été prises, vraiment, à ce que je sache, pour pousser ça le plus loin, à part l'agrandissement de l'hôtel, mais c'est plus au niveau de l'hôtel. Sinon, je vous dirais que le On-Roi Lumina, qui a rouvert récemment, ça, c'est une bonne initiative qui n'était pas prévue, mais qui a rassemblé beaucoup de jeunes autour du projet, qui travaillent aujourd'hui dans le parcours lumineux. On est environ une bonne vingtaine à y travailler, des jeunes Wendat qui sont nés, qui ont grandi, puis qui vont mourir sur les terres sacrées de leurs ancêtres, donc la communauté. Donc, le On-Roi Lumina, qui veut dire maintenant la lumière. Donc, ça, c'est un bon exemple à donner là, concernant l'implication des jeunes dans le tourisme. Et pourquoi tu penses qu'avoir fait ce choix de développer une activité touristique dans la nation, c'est plutôt important que dans une autre industrie? Pourquoi le tourisme? Pourquoi le tourisme, c'est important dans la nation que d'une autre industrie? Parce que c'est tout lié à la culture. C'est vraiment important. Il peut bien y avoir une industrie touristique à Wendake. Il y a aussi une industrie commerciale. Il y a une industrie aussi liée à d'autres éléments, la construction, l'industrie de la construction. Mais l'industrie touristique, c'est très différent de tout le reste, c'est-à-dire que c'est ancré autour de la culture. Et s'il y a quelque chose vraiment d'aussi splendide, c'est de travailler au sein de sa culture, être payé pour le faire, puis apprendre en même temps. Donc, c'était quand même assez bien. Moi, je me rappelle, là, sur mes heures de travail, moi, justement, je lisais. Je lisais des écrits. Je accentuais mon savoir par rapport à tout, par rapport à ce que je pouvais savoir là, à ce moment-là. Donc, l'industrie touristique, c'est très important parce que ça nous emmène à travailler au sein même de la culture de notre nation, puis ça forge une identité puis un pilier encore plus fort identitaire autour de nous, là. Donc, au final, si on résume, on pourrait dire que le tourisme, quelque part, permet de préserver ou de régénérer, au final, la culture Huron-Wendat et aussi la langue, tout ça? Oui, ça permet de faire tout ça, puis non seulement autour de nous, mais aussi autour de ceux qui viennent nous visiter. Donc, ceux qui viennent nous visiter, justement, on leur raconte notre mythe fondateur, on leur raconte notre façon de vivre, puis eux, ils vont repartir de Wendake avec un sentiment
peut-être un sentiment d'avoir justement pas assez respecté la nature comme nous, on l'a toujours fait. Il faut savoir que notre mythe fondateur nous raconte que Yuskea, notre grand créateur, il nous a fait avec de l'eau. Donc moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est respecter la terre-mère, l'eau. Quand vous polluez un lac, une rivière, un fleuve, ben, vous polluez une partie de vous-même. Nous sommes dans l'univers. Nous sommes une partie de l'univers. On n'est pas au-dessus de l'univers. C'est grâce à l'univers qu'on est ici. Nous, on est ici grâce à Yuskea. Donc, on est tous liés communément. Et puis, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Chez les Wendat, on a une plante qu'on appelle le tabac et Wenhua, en fin de compte. Donc, Wenhua, c'est une plante qui est très importante pour nous. En fait, c'est la plante que Yara Tahentik, quand elle meurt, ben, va se régénérer son corps en du tabac. Donc, le tabac va pousser autour de son corps. Et aujourd'hui, ben, nous, les Wendat, quand on va à la chasse, moi, je me rappelle quand j'étais allé à l'école primaire, on avait du tabac avec nous, puis le tabac, ben, on l'a justement versé tout autour de l'animal qu'on venait justement d'abattre, parce qu'on espère qu'en tuant l'animal, ben, premièrement, c'est pas pour son bien, mais pour notre bien à nous, c'est pour la poursuite de nos traditions, pour pouvoir se nourrir. On espère qu'il va se régénérer quelque chose de nouveau. Donc, on espère que le tabac va venir régénérer autour de l'animal, ben, quelque chose de nouveau par rapport à la création, donc la plante de la création. Donc oui, le tourisme régénère au sein même de la communauté. Ben, la culture, ça la fait régénérer, ça la fait générer de nouvelles passions. Et puis, quand c'est les gens qui viennent à notre rencontre, ben, c'est encore mieux encore parce qu'eux repartent de là avec notre idéologie Wendat. Donc, ce que nous voyons, ce que nous croyons et ce qu'on apporte au monde en fin de compte. C'est beau et c'est vraiment inspirant. Je trouve que c'est incroyable de voir parce que quelque part, ça peut être un exemple concret de tourisme régénératif qui permet de, au final, sauvegarder votre bien commun, en fait, qui est à vous, votre langue, votre culture, c'est votre bien commun à vous. Oui, c'est très vrai ça. Je veux dire, sans les touristes, on aurait sûrement encore des gens qui s'intéresseraient à la culture, mais on aurait peut-être moins de gens qui se seraient lancés dans la culture, comme il y en a eu dans les dernières années. Il faut savoir qu'on a plusieurs chefs au sein du conseil de bande. Aujourd'hui, il y a cela quelques années dans différentes législatures qu'on a eues au sein du conseil qui sont passées par le musée Wendat. On a certaines personnes qui travaillent au bureau d'Union Wintio qui, justement, travaillaient au musée Wendat. Le bureau d'Union Wintio, c'est notre Pentagone Wendat. C'est lui qui se charge de la défense de notre territoire. Donc, c'est vraiment des éléments comme ça, des exemples comme ça qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de gens qui ont atteint des hauts postes de pouvoir dans la société Wendat et même ailleurs qui ont travaillé dans la culture. On voit Lumina, ce n'est que le début. Donc, hâte de voir qu'est-ce que ça va apporter pour les jeunes de la communauté. Mais on voit déjà que quelques effets au sein même que j'ai remarqué là, de ces jeunes-là qui ont un désir de retourner vers la culture et d'être fiers à nouveau de qui ils sont. Ils l'étaient déjà à la base, mais ils le sont encore plus, puis c'est ça qu'il faut également. Quand on parle d'un pilier identitaire, mais avoir éléments de la culture, plein d'éléments de la culture, un qui se chevauche à la suite de l'autre, ça ne fait qu'amplifier la fierté puis le sentiment d'appartenance. Donc, le Honghua Lumina, ces jeunes-là vont probablement un jour, s'ils continuent de s'intéresser à la culture comme ils le font présentement, atteindre aussi d'autres éléments dans la société, d'autres postes qui vont pouvoir justement faire régénérer quelque chose de nouveau dans la communauté. Donc, que ce soit par les actions concrètes au niveau politique, au niveau du droit, au niveau de la culture, au niveau de l'éducation. Donc, c'est ça. Est-ce qu'il y a différents types de tourisme autochtone? Oui, moi, je pense qu'il y en a deux principaux. C'est au sein même... Il faut savoir que les communautés autochtones, là, il y en a qui sont proches des grands centres et d'autres qui sont éloignés des grands centres. Donc, il y en a qui sont, par exemple, dans la forêt, des communautés. D'autres qui sont, oui, dans la forêt, mais très proches de la ville. C'est le cas de Wendake. Donc, Wendake est très proche de la ville de Québec. Donc, ce que ça cause, c'est plusieurs éléments comme le métissage, là. Mais entre autres, ce que ça provoque, c'est un tourisme. Un tourisme, je dirais pas de masse, mais un peu plus nombreux qu'ailleurs en termes de nombre de personnes, en termes d'afflux touristique. Donc, quand on va très loin dans les communautés, il y a moins de gens. C'est plus coûteux y aller quand on fait du tourisme dans les autres communautés. Mais c'est un tourisme qui est encore plus vindicatif de la réalité, donc qui est encore plus transformatif, ouais, pour ces personnes-là, parce qu'ils vont avoir un contact avec la nature qu'ils n'ont peut-être pas à Wendake. Donc, à Wendake, ça va être un contact qu'ils vont avoir au niveau matériel de la culture, mais là-bas, ça va être au niveau matériel par rapport au territoire. Sachant que l'environnement est plus lié au territoire qu'à la culture habituellement, justement, le territoire va, effectivement, tous ces gens-là qui vont y aller,
ben ça va être un autre type de tourisme qu'on peut voir. Donc, le tourisme de communauté éloignée et le tourisme de communauté proche des grands centres. Donc, il y a une grande différence entre les deux. C'est beaucoup plus d'expériences privées avec des gens qui ont grandi dans les communautés durant des jours, qui vont partir faire de la chasse et de la pêche, justement. Donc, ces gens-là qui sont remplis de savoir également, qui ont été transmis de génération en génération. Donc, ça, c'est vraiment un bel exemple là, de tourisme là, que les gens ont vécu, que moi, je n'ai pas vécu personnellement, mais assurément là, que les gens qui le vivent, là, ben, ils repartent de là avec une transformation parce qu'ils ont marché un territoire, ils ont vécu un territoire, puis ils ont compris un territoire. Ils ont compris comment les animaux, justement, vivaient, l'écosystème. Donc, l'écosystème, l'environnement. Donc, pourquoi respecter? Hein? Donc, probablement qu'on entend des récits là, par rapport à tous ces barrages d'Hydro-Québec qui viennent amplifier le débit d'eau. Donc, qui viennent asperger une certaine partie des forêts. Donc, certainement qu'il y a un grand impact avec ce type de tourisme-là, qu'on invite tout le monde à aller faire ce genre de tourisme parce que c'est le plus authentique, important, authentique, ouais, exact. Et toi, est-ce que tu aimerais prendre part une fois à une expérience comme ça pour peut-être faire des échanges et avoir des conversations inspirantes avec aussi d'autres nations? Ben, ok, oui, c'est certain. Je veux dire, moi, je suis né dans une communauté urbaine. J'ai grandi dans une communauté urbaine. Tout va bien, c'est la belle vie, mais on sait très bien que dans les communautés éloignées, ben, c'est une autre game. Donc, c'est un autre game au niveau aussi, justement, de l'expérience touristique. Donc, le tourisme va être très différent là-bas. Puis, c'est pas juste une histoire de tourisme, c'est aussi une histoire de sentiment, de comment on se sent aussi à l'intérieur de nous. Donc, oui, assurément que moi, ben, si ça peut me transformer encore plus, comme tous les gens qui voudraient transformer un petit peu leur perception puis leur façon de croire, leur façon de voir le monde, ben, ça peut être encore mieux, là. Ça peut être une très belle expérience à vivre là, pour justement nous transformer. Pour conclure, quels seraient tes rêves et tes espoirs pour ta nation? Mon plus grand rêve pour ma nation, c'est que ma nation ben, prospère, que les gens soient heureux, que les gens soient fiers aussi, que les gens connaissent leur culture, que notre peuple se décolonise également. Donc, il y a énormément de choses qui attaquent la souveraineté Wendat aujourd'hui, comme la souveraineté de plein de peuples autochtones à travers le monde. Donc, que tous les peuples du monde, ben, justement, se prennent en main, puis justement règlent les problèmes, malheureusement provoqués par nos colonisateurs, parce que ces problèmes-là, ben, détruisent des talents d'ici, des talents dans les communautés, qui peuvent servir à toutes les nations autochtones de la Terre entière. Donc, c'est important que ben, un jour, on se décolonise. Puis moi, j'espère que ma nation, elle va prendre ce chemin-là également. Puis pas juste le chemin de se décoloniser, mais de respecter aussi tous les autres peuples qui se trouvent autour d'elle. Donc, marcher main dans la main avec les Québécois, qui, eux, présentement, ont aucun lien avec ce qui s'est passé dans le passé. C'est pas eux-mêmes qui ont provoqué ça, c'est leurs ancêtres lointains. Donc, ces gens-là, ils sont pour rien vraiment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger ça? Ben, c'est justement des actions concrètes aujourd'hui qu'eux peuvent prendre, les Québécois, pour justement satisfaire notre bien commun. Donc, c'est ça. Donc, réapprendre notre langue, se décoloniser, puis ben, avoir le meilleur avenir possible, puis que les jeunes soient fiers de leur nation. Pas juste les jeunes, mais les plus vieux aussi qui ont subi le génocide culturel. Donc, voilà. Donc, être fier, réapprendre la langue, puis se décoloniser. Donc, c'est ça. Bien, bah, merci beaucoup pour cette vraiment enrichissante conversation au cœur de ta nation. On en a appris beaucoup de choses qu'on n'imaginait même pas. Et merci d'avoir partagé ces récits et ton mythe, le mythe fondateur avec nous. Ben, merci. Merci beaucoup à vous deux. Puis ça va me faire plaisir là, de revenir là, s'il y a quoi que ce soit. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui puis de partager une partie de moi-même. Donc, j'ai toujours aimé ça. Ça a toujours été ma passion, puis ça va continuer de l'être aussi. Donc, merci pour votre invitation, puis j'espère que vous aussi, vous allez repartir avec un sentiment puis un vouloir d'aller explorer puis d'aller à notre rencontre, tout comme ceux qui nous écoutent. Donc, voilà. Neki, neki, neka, keneka, keneki, wana. We, kana, ki, wana. We, kana, ki, we, kana, ki, we.
Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura amené des réflexions et aussi des solutions, qu'il vous aura inspiré à opter pour un tourisme régénératif. Si toi aussi tu veux changer les codes du tourisme, soutiens-nous. C'est très facile. Tu peux laisser une note positive sur notre podcast et le partager à ton réseau. En attendant le prochain épisode, tripons sur les réseaux. Merci et à tantôt.